Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, est arrivé dans l'archipel de Zanzibar pour les célébrations marquant le 60e anniversaire de la révolution de Zanzibar ce vendredi. Jean-Damascène Maneshimé pour les détails. Le président rwandais Paul Kagame est aux côtés des autres chefs d'État présents à Zanzibar, notamment la Tanzanienne Samia Suluhu Hassan, Hussein Mwinyi de Zanzibar et l'Ougandais Yoweri Museveni. Les autres pays de la région sont représentés par des vice-présidents ou des émissaires de haut niveau. Ces célébrations débutaient 3 semaines plus tôt avec les travaux de propreté au niveau national et le lancement des projets dans diverses parties de l'île. La révolution de Zanzibar s'est produite en janvier 64 et a conduit au renversement du sultan de Zanzibar et de son gouvernement majoritairement arabe par la population majoritairement noire de l'île. Situé dans l'océan Indien, l'archipel de Zanzibar appartient à la Tanzanie. Il se compose d'un peu plus de 65 îles, dont les îles de Pemba et d'Unguja. L'archipel se trouve à environ 1600 km au nord de Madagascar, le long de la côte orientale africaine, et se situe à mi-chemin du Kenya et du Mozambique. Pour la majorité d'entre eux, leur langue maternelle est le swahili. Quant à son histoire, elle est sémaille des périodes d'occupation et d'indépendance, tout comme la naissance d'autres pays africains. On peut évoquer le sultanat au XIXe siècle, le protectorat britannique jusqu'à 1963 ou son rattachement à la Tanzanie l'année suivante, après une indépendance d'un peu plus de 4 mois. Sous un climat équatorial, l'archipel produit largement du riz et dispose des plantations de cocotiers sur l'île d'Unguja. Il s'agit des principales ressources économiques avec le tourisme. Zanzibar fait partie intégrante de la Tanzanie depuis 1964 à la suite de l'union du Tanganyika et de Zanzibar. Cette union a donné naissance à la République unie de Tanzanie actuelle. Cependant, Zanzibar a conservé un certain degré d'autonomie. Il est dirigé par un président élu au suffrage universel, possède une constitution distincte de la Tanzanie et dispose de son propre gouvernement et administration. On continue avec l'actualité pour parler du gouvernement du Rwanda qui rassure les citoyens burundais se trouvant sur son territoire qui ne peuvent jamais être maltraités ou persécutés malgré la décision des autorités burundaises de fermer les frontières avec le Rwanda et d'expulser du Burundi les ressortissants rwandais. Je vous propose de suivre un entretien que le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, M. Alain Nkurarinda, a accordé à la télévision rwandaise. C'est une décision qui a été prise d'une façon surprise. Et le gouvernement rwandais, comme il a dit dans son communiqué, il a pris par la presse interposée. Et puis par après, on a entendu que les autorités du Burundi ont confirmé. Et apparemment, ils auraient même dit qu'ils ne voulaient plus de Rwandais sur le territoire du Burundi. Et donc, on demande aux Rwandais, à qui on a demandé de quitter le territoire, de partir. Mais cela n'enlève pas les responsabilités du gouvernement burundais pour assurer la sécurité des Rwandais qui doivent quitter ce territoire. Le gouvernement burundais doit prendre en charge la sécurité de tout le peuple burundais et de tous les étrangers qui sont sur son territoire. S'il y en a quelques-uns qui veulent qu'ils quittent le territoire, il doit en assurer la sécurité jusqu'à ce qu'ils arrivent à la frontière du Rwanda. Bien sûr, pour les Rwandais qui sont ici, il n'est plus question où c'est risqué d'aller dans un pays où on a bien signalé, on a bien dit qu'on n'a plus besoin, on n'a pas envie que vous franchissiez la frontière. Et quant à la population du Burundi, aux Burundais qui sont au Rwanda, qui restent tranquilles, il n'y a aucun problème avec les Rwandais. Le gouvernement rwandais ne va pas les expulser. S'ils veulent rester ici, ils peuvent rester ici. Leur sécurité sera assurée. Mais s'ils veulent également repartir dans leur pays, le gouvernement rwandais va les aider pour y aller et arriver en paix dans leur pays. Bon, oui, c'est une décision qui met à mal les relations entre les deux pays, qui met à mal les déplacements entre les deux populations, mais le gouvernement rwandais n'y peut rien. La seule chose que le gouvernement rwandais peut faire, c'est d'espérer que le gouvernement du Burundi revienne à la raison, et que les négociations et que les pourparlers qui étaient en cours puissent continuer. Mais de notre côté, ce n'est pas seulement le fait de ne pas respecter les différentes conventions
qui ont été signés entre les différents pays. C'est aussi une contradiction par rapport aux décisions qui ont été prises par les gouvernants, par les autorités, par les présidents de ces pays. Comme je l'ai dit à vos collègues, il y a quelques temps, c'était, si je ne me trompe, le 17 novembre 2022, il y a eu une réunion des présidents à Bujumbura des pays de l'Afrique de l'Est. Et ils avaient décidé que les groupes armés qui se trouvaient en RDC devaient déposer les armes. Que ce soit les groupes armés locaux, que ce soit les groupes armés étrangers. Une semaine après, à Luanda, ils ont réaffirmé cette décision et cette fois-ci, ils ont exigé que les groupes armés déposent les armes, notamment les Red Tabara du Burundi, dont il est question dans ce dossier, les FDLR ou les ADF. Et ce processus devait se baser sur le processus de Nairobi et accompagné par la MONUSCO et la force armée d'Afrique de l'Est. Et vous savez qu'aujourd'hui, la force d'armée d'Afrique de l'Est est déjà partie et que la MONUSCO doit partir. Bon, donc on prend des décisions et de notre côté, on se dédie, on se contredit et on n'arrive même pas à les mettre en pratique parce que certains pays s'y opposent alors qu'ils ont signé. Par après, il y a eu une réunion des chefs d'état-major au Burundi en 2023 qui ont encore décidé que cette fois-ci, si les décisions qui ont été prises ne sont pas appliquées, ils pouvaient même attaquer ces différents groupes armés, notamment les FLN, les Red Tabara, les FDLR et les ADF. Alors c'est un peu surprenant de voir que un président de la République affirme que les Red Tabara de la République du Burundi affirme que le Red Tabara se trouve en RDC, que son chef d'état-major le confirme, mais que le lendemain, ça change et que cette fois-ci, on dit que le Red Tabara se trouve au Rwanda. Donc, je pense que c'est ce que signifie le communiqué du gouvernement rwandais. Si on a utilisé les voies de la diplomatie, il faut continuer à utiliser les voies de la diplomatie. Si le gouvernement burundais avait constaté un changement ou un déplacement de ce groupe armé vers le Rwanda, ils auraient dû d'abord l'annoncer à la communauté, comme ils avaient fait quand ils ont annoncé qu'ils étaient en RDC. Donc aujourd'hui, je pense que la position du Rwanda est toujours la même. On veut que s'il y a des problèmes, que ce soit résolu par la voie des discussions et par la voie diplomatique. Bon, le conseil que je peux donner surtout aux Rwandais, à nos compatriotes, c'est de ceux qui sont là-bas, c'est d'essayer de partir parce qu'on leur a demandé de partir, mais qu'ils partent sous la responsabilité du gouvernement burundais parce que ce gouvernement doit assurer leur sécurité jusqu'à ce qu'ils arrivent au Rwanda. Et ceux qui sont au Rwanda, ils doivent faire attention. S'ils doivent aller au Burundi nécessairement, obligatoirement, ils doivent se renseigner de la situation. Sinon, il faut attendre que la situation se décante. Quant aux Burundais qui sont ici, il n'y a aucun souci. Ils peuvent rester, mais s'ils veulent partir, il n'y a aucun souci non plus. Place maintenant au développement pour parler du ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique qui indique que les préparatifs de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 s'accélèrent. Suivant l'entretien que le ministre Bizimana a accordé à la télévision rwandaise, laissant entendre que la commémoration est un impératif pour tous les Rwandais soucieux de doter le pays d'un avenir radieux où l'unité est la base de tout développement. Oui, nous nous dirigeons vers la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Nous sommes au mois de janvier. D'ici 3 mois, on entrera dans l'événement au sens le plus complet du terme. Maintenant, nous avons commencé les préparatifs. On continuera à expliquer le contenu de ces préparatifs. Aujourd'hui, on avait voulu justement marquer l'importance de cette date du 11 janvier 1994. Le message le plus important qu'il faut donner à la population, c'est que la population rwandaise elle-même, à travers la Constitution de la République du Rwanda, qui a été votée par référendum, la population démontre que la commémoration du génocide commis contre les Tutsis est un devoir de tout citoyen et qui aide la population.
On continue avec l'actualité pour parler maintenant de journée culturelle pour les officiers militaires supérieurs en provenance de 11 pays du continent africain qui étudient à l'Académie rwandaise militaire située à Nyakinama dans le district de Musanze. Cette activité connue sous le nom de la fête de culture est un événement annuel à cette académie et elle vise à aider les officiers supérieurs à prendre connaissance et conscience de la nature de différentes cultures d'autres pays afin que lorsqu'ils partent en mission de maintien de la paix, ils puissent s'intégrer facilement. Aujourd'hui, au rendez-vous, c'était la tenue traditionnelle pour tous les officiers et la cuisine ainsi que les boissons reflétaient respectivement la culture de chaque pays. Les participants à cette journée culturelle soulignent qu'outre le fait que l'activité est une leçon qui leur apprend à coopérer avec les autres en termes de culture, c'est également un moyen de renforcer l'amitié entre eux. C'est ce qu'indique entre autres Touré venu du Sénégal. Une journée très importante parce que, comme vous le savez, la culture c'est quelque chose de très important pour les peuples, surtout pour nous Africains. C'est quelque chose de très important. Et cette journée permet aux élèves qui sont là, aux stagiaires qui sont là pour l'école d'état-major, de montrer leur culture à travers les différentes facettes, de montrer leur plat national, leur héros national, leur genre de danse, leur genre de jus, donc tout ce qui relève de la culture, l'ethnie, la musique, donc tout ce qui relève de la culture, c'est très important pour les stagiaires de le montrer. Et cette diversité nous permet, nous Africains, de nous retrouver en une seule peuple. Donc aujourd'hui, si vous voyez les centres qui sont là, vous avez 10 nationalités, vous ajoutez le Rwanda, ça fait 11, il y a 11 nationalités africaines qui sont ici pour célébrer l'université et l'universalité et la diversité culturelle des peuples africains. Et c'est très important. Et ça nous permet aussi d'augmenter notre background, d'augmenter notre culture générale. Donc aujourd'hui, j'ai découvert beaucoup de choses provenant de la culture rwandaise, provenant de la culture botswanaise, provenant de la culture tanzanien, provenant de la culture south-soudanaise. Donc c'est très important. Donc pour deux choses. La première, par rapport à notre background intellectuel et deuxièmement, par rapport aussi à la diversité culturelle africaine et qui est quelque chose de très important. L'inflation au Rwanda a diminué de 4,4% en décembre 2023 par rapport à novembre 2023, car la hausse des prix est passée de 9,4% à 6,2%. Les facteurs qui ont favorisé cette hausse de prix en décembre 2023, ce sont les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées qui ont augmenté de 9,1%, les prix de boissons alcoolisées et du tabac de 8,4% et les prix de restauration et hébergement de 9,6%. En comparant les mois de novembre et décembre 2023, l'inflation a diminué de 4,4% et cela suite à la diminution des prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées qui ont diminué de 9,1% et de 1,4% pour les prix de transport. En décembre 2023, les prix en zone rurale ont augmenté de 6,1% par rapport à décembre 2022. Les prix en novembre 2023 avaient augmenté de 9,6%. En milieu urbain, en décembre, les prix avaient augmenté de 6,4% par rapport à décembre 2022, alors qu'en novembre 2023, ils avaient augmenté de 9,2%. En comparant les mois de décembre 2023 et décembre 2022, les prix des produits autres que les denrées alimentaires et les produits énergétiques avaient augmenté de 5,7%. Place maintenant aux infrastructures pour parler des travaux de réfaction du poste frontalier de Rusizi 2 en district de Rusizi dans sa première phase qui sont maintenant à hauteur de 56%. Et la société en charge de ces travaux envisage que la construction des bâtiments essentiels sera achevée le mois prochain. Kassim Youssouf nous fait le point. Le poste frontalier Rusizi 2 en réfaction se trouve dans le secteur de Mururu, cellule de Tara, où se trouve le pont qui relie le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les travaux qui devaient débuter en octobre 2021 l'ont finalement été en février 2022 suite à diverses raisons. Ces travaux sont maintenant à hauteur de 56% et l'on envisage qu'ils seront achevés le mois prochain. habaye ibibazo byinshi kugenda twimura aho inzu yagombaga kujya
Il y a eu beaucoup de problèmes, notamment le changement de l'endroit où le bâtiment devait être construit. Avant, c'était sous la ligne de haute tension électrique, alors qu'il y a une distance à respecter, et donc nous avons décidé de changer de place. Et là, il a été constaté que c'est sur le flanc d'une montagne. Ce sont ces changements des sites qui ont fait que les travaux ont commencé avec retard. Nous envisageons qu'ils seront achevés le mois prochain. Une fois les travaux de construction de l'immeuble achevés, il abritera les services douaniers du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Mis à part la route et le portail d'entrée et celui du pont vers le Congo du côté bas, il y a aussi ce qu'on appelle Powerhouse, le bâtiment pour la mise en quarantaine et le STP. Et vers le haut, il y a le bâtiment principal qui abritera les bureaux des agents du service de douane du Rwanda et du Congo, le parking des camions et celui d'autres véhicules. La phase 2, en entrant depuis le Congo, il y a l'emplacement du scanner et l'on pourra poursuivre le chemin en cas de besoin. Il y a aussi là où les piétons qui se servent des jetons se présenteront sans qu'il soit nécessaire qu'ils passent par le bâtiment principal. Et toujours dans la phase 2, il y a la place réservée au contrôle des animaux. La reconstruction de ce poste frontalier dans sa première phase concernant les bâtiments principaux va coûter environ 6 milliards de francs rwandais et l'objectif étant d'apporter des facilités au commerce transfrontalier. Ça va réduire le temps qu'il fallait aux gens d'avoir le tampon leur permettant de poursuivre la route, surtout que les services douaniers du Rwanda et du Congo seront à la même place et cela donc va faciliter les échanges. Les habitants des villes de Bukavu en République démocratique du Congo et de Rusizi au Rwanda partagent depuis des lustres beaucoup de choses fondées surtout sur les échanges du commerce transfrontalier, tant de détails que de gros. Le nombre des utilisateurs de ce poste frontalier a toutefois beaucoup diminué depuis l'apparition du Covid-19 et des problèmes politiques entre les deux pays. Les habitants de part et d'autre qui passent quotidiennement par ce poste frontalier sont entre 2000 et 5000, alors qu'avant ils étaient plus de 10 000. Création d'emplois en district de Luavu, dont la majorité est la jeunesse, qui se réjouit des infrastructures du centre des fonctionnaires qui leur est rapproché. Le récit suivant en dit plus. Dans ce centre de fonctionnaires, le village modèle de Muhila dispose suffisamment de matériel pour aider les jeunes à apprendre la menuiserie, la couture, l'entretien des cheveux pour n'en citer que peu. Il y a 115 jeunes, garçons et filles, dont 38 qui apprennent l'entretien des cheveux depuis 6 mois, tandis que 28 autres vont passer un mois à apprendre la menuiserie, en particulier ceux qui apprennent à travailler dans les familles qui ont été installées dans le village modèle de l'année dernière. On a appris à faire des petites tables et maintenant on va apprendre à comment faire les chaises et on est très bien, on remercie le président de la République pour cette opportunité qu'on a eue d'avoir ces bâtiments et aussi les connaissances qu'on acquiert ici. J'apprends beaucoup de styles pour faire les cheveux, même les dreads, et c'est par 10 000 francs par personne. Et l'argent qu'on a ici, on peut s'acheter tout ce qu'on veut. À part la jeunesse, c'est un centre de fonctionnaires qui sert d'endroit de travail de plusieurs autres groupes, autour de 54 individus qui apprécient l'espace aisé de travail. Tout d'abord, depuis qu'on est venu ici, ça nous aide à bien organiser nos activités parce qu'il y a de la sécurité et il y a un grand espace dans ces bâtiments. Dans ces activités, 90% sont des filles. C'est un signe que les filles et les femmes ont dépassé la peur d'effectuer les métiers que la majorité des hommes font. Les agriculteurs de la province de l'Est demandent aux autorités compétentes de fixer très tôt
les prix du maïs pour éviter les pertes causées par certains commerçants mal intentionnés qui fixent les prix d'une manière arbitraire. Winnie Nkurunziza nous fait le point. Les agriculteurs dans diverses parties du Rwanda se réjouissent aujourd'hui de la récolte enregistrée cette saison culturelle 2024. Ils indiquent tout de même que parfois ils ne profitent pas suffisamment de cette récolte suite au retard dans la fixation des prix par le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales. Une production plus abondante est attendue sur la culture du maïs vu que des précipitations ont été abondantes cette saison. C'est ce qu'indique Mme Gloriose Kawagwira, présidente de la coopérative des agriculteurs du district de Kirehe, à l'est du Rwanda, non loin de la frontière rwando-tanzanienne. Mme Gloriose, comme ses collègues, estime que le prix du maïs devrait être déjà fixé avant que les commerçants ne devancent le ministère de l'Agriculture et ne fixent les prix qu'ils souhaitent. Ce point de vue est partagé par les grossistes qui normalement achètent le maïs à travers le pays. Ils indiquent que le manque du prix standard du maïs n'affecte pas seulement les agriculteurs, mais impacte aussi le travail des commerçants. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales invite la population à se méfier des acheteurs qui se précipitent à acheter la production agricole à un prix dérisoire, entraînant ainsi les agriculteurs dans une grande perte. Quand la récolte est bonne, poursuit le ministre, on n'a pas droit au gaspillage, avant de préciser qu'avant la fin du mois de janvier, le prix du maïs sera fixé. D'après le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, la production du maïs sera 2 fois supérieure à la production normale du pays et pourra atteindre 600 millions de tonnes à travers le pays. Cette forte production s'explique par des mesures arrêtées par le gouvernement du Rwanda pour permettre au secteur agricole de se remettre des conséquences du changement climatique, de la pandémie de Covid-19 et des conflits qui se multiplient dans le monde. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition. Je souhaite de suivre le reste du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikomasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.